Chers amis, bonsoir et nous aurions préféré vous saluer, vous souhaiter une bonne année 2023 de vive voix, malheureusement, les grèves étant ce qu'elles sont. Alors, Margot Spruit a soutenu en 2019 une brillante thèse sur les équidés, fonction et représentation, et ce qui avait l'intérêt non seulement d'être le produit de connaissances livresques, mais en plus de pratiques de l'équitation, de pratiques également dans deux fermes où elle a étudié les ânes, et aussi d'un stage à l'école vétérinaire de Nantes. Elle est, après une bourse postdoctorale au Forder Asiatisches Museum de Berlin, elle est maintenant chargée d'enseignement à l'université Clermont-Auvergne, ainsi qu'à l'Institut catholique de Paris, en histoire de l'art. Alors, à l'origine, Françoise Briquel-Châtonnet m'avait demandé de parler des femmes dans le Palais de Marie. C'est vrai que le Palais de Marie ne nous est pas étranger, mais l'aspect, disons, des textes n'étant pas tout à fait de mon ressort, l'étant plutôt de personnes qui ont travaillé sur ces textes, comme Neil Ziegler, par exemple, en particulier sur les femmes, j'ai préféré réorienter le sujet vers les images qui sont davantage de mon ressort. L'optique, évidemment, est différente, c'est-à-dire que les sources textuelles sont extrêmement riches sur des plans de détail, sur des plans documentaires, de vie quotidienne, d'activités. Par exemple, le harem du palais de Marie, les épidémies qu'il pouvait y avoir, avec des mises en quarantaine, les puiseuses qui allaient alimenter les différents quartiers du palais, dans la citerne de la cour 131, etc. Et alors que les textes, disons, focalisent l'intérêt sur une période et un lieu extrêmement précis, on peut parler également, ce sont les travaux de Cécile Michel, de correspondance de femmes, de marchands assyriens, donc qui font le commerce entre Assour et la Cappadoce. Et là aussi, on a des idées de la situation de la femme qui plutôt reste à la maison, mais qui peut aussi accompagner son mari. Eh bien, plutôt que cela, les images nous donnent une documentation, disons, plus, je dirais presque idéologique, en tout cas, nous donnent une documentation plus sur l'idée que les anciens se faisaient, ou voulaient donner, des femmes à leur époque. Alors, nous avons un peu élargi la Mésopotamie aux confins de l'Anatolie et du Levant. Et nous avons été un peu ambitieuses en voulant couvrir les périodes carrément qui vont du néolithique au premier millénaire avant Jésus-Christ. C'est toujours avant Jésus-Christ, hein. Et bon, mais il faut se garder de vouloir faire comment dire, oui, des extrapolations ou des généralisations hâtives à partir d'une période sur une autre. Évidemment, il y a beaucoup de nuances d'une période à l'autre. Alors, nous avons, Margot, la première diapositive. Oui, pardon. Margot ne me voit pas. Si, si. Si. Oui, parce que c'est Margot qui passe les diapositives, donc nous ne sommes pas ensemble. Alors, si nous avons choisi en première image cette, ce dessin humoristique qui était d'actualité au mois de novembre dernier, qui est tiré de la Croix, c'est parce que il plonge à la fois dans l'actualité, mais aussi dans l'Antiquité. Alors pourquoi plonger dans l'actualité? C'est parce qu'au fond, je me suis rendu compte que ce sujet de la femme, et surtout de nos jours, n'est pas neutre. Il est souvent polémique,
Et ce dessin, évidemment, nous fait pénétrer exactement justement dans les problèmes à la fois de féminisme et politique actuelle. Et je pense qu'il faut tout de même aussi garder ça à l'esprit, et on ne peut pas s'en départir, même si on veut faire une présentation donc de l'Antiquité, qu'on peut essayer de rendre objective, mais c'est en fait pratiquement impossible. Alors, comment est-ce que cette image nous fait pénétrer dans la suivante, nous fait pénétrer dans l'Antiquité orientale? Eh bien, nous avons une femme, cheveux au vent, moderne, elle a un téléphone portable en main, debout, petite, hein, en proportion par rapport à l'animal plutôt monstrueux sur lequel elle est juchée, qui est un taureau à tête humaine. Et évidemment, on reconnaît tout de suite un ayatollah à son bonnet. Évidemment, ceci nous fait penser aux taureaux androcéphales, qui sont alors, eux, plutôt que les ayatollahs, des génies bienfaisants, puisqu'ils sont généralement les gardiens de porte, comme vous le voyez sur la deuxième image, donc ce relief ce gardien de porte du palais de Khorsabad, donc premier millénaire. Le taureau, d'ailleurs, fait partie de l'iconographie la plus ancienne, dans le fond, du Proche-Orient. En est pour preuve, s'il en fallait, cette peinture de Çatalhöyük, en Anatolie, qui date du 7e millénaire, et où vous voyez justement des petits personnages qui s'affairent autour de cet énorme taureau. C'est une scène en fait de chasse qui vraisemblablement est plus ou moins rituelle. La suivante? Il y a un petit décalage, mais ça Il arrive. y a un décalage? Ah bon? Oui, Pardon. Ah. En effet, si l'on se réfère au grand préhistorien Jacques Cauvin, qui a publié en 1994 Naissance des dieux, naissance de l'agriculture, eh bien, on admet que l'évolution humaine ne se fait pas comme cela a été le cas de d'autres thèses. L'évolution humaine ne se fait pas sous des pressions démographiques ou des pressions physiques, géographiques, climatiques, mais beaucoup finalement sous l'impulsion de la pensée. Et c'est au fond la prise de conscience, ou du moins l'imagination dans les hommes, par les hommes, d'une sorte de transcendance qui a été personnifiée d'une part par le taureau, que l'on trouve également dans d'autres régions, hein, dans le néolithique saharien par exemple, où l'on voit bien sur cette image que eh bien, le taureau est adoré comme une divinité, parce que le geste de lever les bras est sans ambiguïté. Donc, et au Proche-Orient, donc ce taureau a été couplé avec une sorte de déesse mère, qui est très bien représentée par cette image, par cette figurine en terre cuite qui a fait évidemment couler beaucoup d'encre. Figurine en terre cuite qui représente une femme aux formes pour le moins amples, assise, Mmh. qui a comme accoudoir deux félins qui sont des léopards, et cette sorte de trône finalement. Parce qu'en fait, cette image rassemble, enfin déjà préfigure, d'une part, tout ce qui est comme composition héraldique, c'est-à-dire symétrique, et d'autre part, des notions qui se développeront plus tard, c'est-à-dire finalement, cette déesse, elle trône, donc elle préfigure déjà la hiérarchie sociale et la royauté. Mais ce trône n'est pas seulement un trône, il est aussi en quelque sorte une chaise obstétricale, puisque entre ses jambes, eh bien, on voit quelque chose qui n'est autre qu'un crâne d'enfant, donc elle est en train d'accoucher. La suivante.
Alors, ce préambule, disons, nous permet de voir que la femme a, dans l'imaginaire mésopotamien au sens très large, une place tout à fait éminente. Et nous avons essayé de voir quelles sont sa position, son rôle, d'une part dans une première partie face aux hommes, dans une seconde partie face aux enfants, et dans une troisième partie, voir de façon plus approfondie, enfin, le rôle que pouvaient avoir les femmes dans la société et la hiérarchie, éventuellement la hiérarchie qui pouvait s'appliquer à elles. La suivante. Donc la première partie, c'est les femmes face aux hommes, et nous allons commencer par quelque chose de tout à fait élémentaire, c'est évidemment la question de la distinction entre hommes et femmes, qui se fait d'abord par le corps, c'est-à-dire la stature et la carnation. Margot? Oui, pardon. Voilà. Oui, donc effectivement, pour la stature, en fait, on a opposé, donc on a regardé un peu des objets qui pouvaient s'apparenter l'un à l'autre, et notamment donc ces deux statues issues du palais du site de Marie, où en fait on voit très très bien donc la figure masculine d'Ishtoupilum qui est très rectangulaire, hein, inscrite vraiment dans un rectangle de pierre, où on a les biceps qui sont très marqués, et vous noterez également l'épaisseur des poignets et des membres. Donc voilà, tout est très rectangulaire, depuis sa barbe jusqu'au dessin de ses épaules, qui suit parfaitement la ligne de ses hanches. Ce personnage semble vraiment inscrit dans le bloc, sans jamais en départir, avec une espèce de forme assez plate, hein, finalement, si j'ose dire. Et comparativement à ce personnage, le personnage féminin, donc ici la déesse au vase jaillissant, est inscrite dans des formes tout à fait diverses. Donc, vous voyez que, notamment au niveau des épaules, elle a les épaules beaucoup plus étroites, et que cette étroitesse des épaules est renforcée par la position en trapèze de ses bras, de ses coudes, hein, alors même qu'elle elle est dans une attitude assez similaire et assez proche de la statue masculine. On voit que le dessin de ses bras n'est pas du tout le même, ce qui permet en fait deux choses. D'une part, d'insister sur la finesse de ses membres. Vous noterez qu'il n'y a pas le dessin du biceps sur son bras, et qu'elle a les poignets beaucoup plus fins également que la statue d'Ishtoupilum. Et deuxièmement, cette forme en trapèze donc, souligne l'étroitesse des épaules et permet de bien démarquer la taille également, et d'insister sur la grande finesse de la taille, hein, rendue ici par les creux, hein, par cette forme trapèze inversée, et puis de souligner également la largeur des hanches, donc évidemment un caractère féminin. On notera également que pour cette statue, le découpage des pieds est beaucoup plus fin que sur la statue d'Ishtoupilum, avec un relevé de la robe qui est très soigné, beaucoup plus harmonieux que ce qu'on peut avoir chez Ishtoupilum. Et puis, vous noterez également la finesse des doigts de pied, et j'insisterai sur le fait qu'ils sont très collés, comparativement à Ishtoupilum où il y a un plus large espace, hein, donc la statue est beaucoup plus massive, beaucoup plus statique, enfin les deux sont statiques, mais là, Ishtoupilum est beaucoup plus massif que la déesse au vase jaillissant par toutes ses formes, et on verra un petit peu plus loin d'ailleurs l'extérieur, hein, le dos de cette statue, et vous verrez que, encore une fois, la forme, la stature est très différente des statures masculines. Et puis bien sûr la chevelure, mais ça aussi on y reviendra. La carnation maintenant, c'est-à-dire la couleur de la peau. Alors, il est communément admis que lorsque, dans les représentations en couleur, comme c'est le cas de la peinture murale, il est communément admis que les femmes ont la peau blanche et les hommes ont la peau brune, ocre rouge. C'est effectivement souvent le cas, comme on le voit ici, sur deux peintures qui se trouvent qui se trouvaient dans le palais de Marie. Vous avez cependant à gauche le personnage central, c'est la déesse Ishtar qui, vous voyez, a une carnation ocre rouge. Et la suivante. Pardon.
Et vous voyez également cette petite dame fragmentaire qui porte un turban et une robe à volants. Eh bien, elle aussi, elle a une carnation rouge, alors que à côté, vous avez deux messieurs deux visages d'hommes face à face, on le voit à la barbe, et dont l'un d'ailleurs a une carnation blanche. Alors, c'est pas la suivante, c'est pas tout à fait la même chose. La suivante, Ça y est. pardon. Heu, cette distinction plus stricte, on la trouve dans des civilisations voisines, comme la civilisation minoenne, avec cette fameuse scène de tauromachie du palais de Knossos, la suivante, Voilà. et où la femme a plus systématiquement une carnation blanche. Il y a la peinture, bien sûr, la peinture murale indique les couleurs, mais on sait que les statues également étaient colorées. Et Astrid Noon a publié récemment un ouvrage collectif justement sur les pigments des statues. Et là, il ne semble pas qu'il y ait de différence non plus entre la carnation des hommes et des femmes. Les différences varient plus ou moins, enfin, oui, varient de l'ocre rouge à l'ocre jaune, plutôt selon les époques. La suivante. Oui, donc au-delà de la carnation ou de la stature, on peut aussi distinguer les hommes des femmes par la coiffure. Donc ici, vous voyez par exemple, donc, toujours à Marie, ville 2, cette représentation d'une femme avec un turban. Donc vous voyez qu'elle porte un turban autour de la tête et qu'au niveau de son front, on voit comme un petit mouvement cranté, hein, comme des petites boucles de cheveux qui seraient peut-être échappées du turban. Et justement, ces petits, bon, vous voyez également qu'elle a une boucle d'oreille, donc là, pas d'hésitation, il s'agit bien d'une femme. Vous voyez que ces petites boucles sur le front ont pu nous permettre d'identifier un peu mieux le masque central que vous voyez, puisque ce masque central propose des aspects qui sont proches également de la figure masculine. Donc, pour comparer, on vous a mis là une statue de Bouddha. Donc, vous voyez cet homme chauve, mais qui présente les mêmes traits de caractère, hein, à savoir les sourcils liés par le centre très épais en arête de poisson qu'on retrouve également sur le masque, les yeux très profonds, hein, avec l'orbite oculaire qui est très marquée et les paupières, tant la paupière inférieure que la paupière supérieure, qui sont très épaisses. Et vous voyez que quelque chose qui permet de distinguer, donc, et peut-être d'identifier ce masque comme un masque féminin, donc le masque au centre, c'est justement les boucles, hein, au niveau du crâne qui peut-être suggèrent l'association de ce masque à un turban avec les cheveux toujours, hein, qui semblent s'en échapper. J'insisterai également sur le double menton, hein, vous voyez sur la figure qui porte le turban qu'elle a un léger double menton qui est dessiné juste en dessous de son menton, hein, bien au niveau de sa gorge, et qu'on retrouve en fait la même chose sur le masque, hein. Si vous regardez bien, vous avez un renflement juste sous le menton qui est souligné par l'ombre portée et qui permet ici peut-être encore une fois de voir un élément qui serait plutôt d'ordre féminin. Enfin, peut-être, mais peut-être que je m'avance, vous me direz, le trait très noir autour des paupières, est-ce que ça pourrait signifier une sorte de maquillage comme on voit aujourd'hui avec du col? Peut-être, et encore une fois, ce serait assez similaire du personnage portant le turban. Donc ici, une coiffure qui permettrait également de donner des pistes pour l'identification de ces personnages féminins par rapport aux hommes. Ici, d'autres éléments de coiffure très, très bien développés. Donc, le calcaire de Megiddo, hein, du milieu du 3e millénaire, qui vous présente une coiffe, donc un turban parfaitement ciselé, parfaitement orné, et vous noterez le passage, la grande virtuosité du rendu, hein, avec le passage en surélévation et des brins de ce turban. Donc ici, une très grande virtuosité dans le rendu du tressage, hein, si j'ose dire, du pliage de ce turban, et la coiffure du personnage de l'ivoire de Megiddo également, du XIIIe siècle, où là, elle a les cheveux nattés,
Et vous voyez qu'elle a une très épaisse tresse qui tombe jusqu'au milieu de son dos. Et on voit très, très finement le dessin de chacun de ces brins de cheveux qui sont croisés les uns sur les autres. Donc, on retrouve ce mouvement d'enchevêtrement qui traduit bien la virtuosité des artistes à percevoir et à traduire cette coiffure très complexe. Et on voit également qu'ils y prennent un grand soin, comme si c'était quelque chose de vraiment très important pour le décor de ces figures, donc de vraiment insister sur cette coiffure, tant le turban que la tresse. Donc ici, les cheveux très lourds, très épais, on peut les imaginer très épais, qui viennent vraiment danser sur le dos du personnage féminin. Donc ici, une très grande virtuosité dans les rendus des coiffures également de ces deux personnages. Et puis, pour ce qui est du vêtement, je laisse Béatrice vous dire. Oui. Alors, le vêtement distingue évidemment aussi les hommes et les femmes. Alors, on va pas faire une histoire du costume, mais en tout cas, grosso modo, aux dynastiques archaïques, c'est-à-dire à la première moitié du deuxième et le milieu du troisième millénaire, c'est le vêtement konakès qui est représenté exclusivement. Alors, les dames sont en général complètement couvertes, alors que les messieurs, eh bien, ils ont au moins une épaule découverte. Comme vous le voyez plus tard avec la statue d'Ishtupilum à droite, le drapé couvre l'épaule gauche, mais laisse l'épaule droite et même le sein découvert, ce qui n'est jamais le cas des femmes. La suivante. Oui. En effet, à partir de la fin du troisième millénaire, dès l'époque d'Akkad, comme on le voit sur la photo centrale, le vêtement, disons, on voit que ça devient du drapé souvent assez sophistiqué. Vous voyez ici que la dame, elle a un peu un décolleté, mais ses épaules sont couvertes d'un châle. Quant à la reine Napirassou, à droite, elle a, et ça c'est une marque aussi qui date du début du deuxième millénaire déjà, on le voit peut-être pas bien sur la photo, si, son bras droit, vous voyez, on voit le trait d'une manche qui va presque jusqu'au coude. Eh bien, ceci signifie qu'il s'agit de vêtements cousus, donc véritablement d'une robe, ce qui n'empêche pas qu'elle ait une espèce de châle drapé par-dessus, et tout ça avec des franges extrêmement ondoyantes et gracieuses. La suivante. Oui, juste j'insisterai sur la statue de Tello où vous voyez les boucles sur les cheveux qui rappellent ce qu'on avait vu précédemment pour le masque féminin. Tout à fait. D'ailleurs, au point de vue du maquillage, oui, c'est vraiment attesté mais les femmes comme les hommes, se maquillaient les yeux. Mais c'était aussi une forme de protection, contre les mouches, enfin ce genre de choses, hein. Voilà. Alors ici, bon, c'était, Euzé qui s'était amusé au début du XXe siècle, à restituer, des drapés antiques, mais on va pas s'attarder dessus. Passons à la diapositive suivante, et justement le fait que les femmes, en tout cas au Proche-Orient, aient toujours, lorsqu'elles sont habillées, la poitrine couverte, permet par exemple sur ce fragment de peinture d'attester qu'il s'agit d'une femme. Parce que non seulement elle a un collier à plusieurs rangs, mais en plus on voit bien que, son vêtement il va juste, enfin il passe juste à la base du cou. Alors que, en Crète, un petit peu plus tard en tout cas, en Crète, et ici il s'agit de Santorin, eh bien on voit cette dame avec, un sein très fourni, pendant, et donc c'est les femmes se promenaient avec la poitrine nue, ce qu'on n'aurait pas vu évidemment en Mésopotamie. La suivante. Oui, à propos du collier, donc à rang qui est porté en Mésopotamie, vous retrouvez le même motif sur la statue au vase jaillissant où on voit très bien les 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs de perles, les 6 rangs de perles qui ornent son cou. Et le site de Marie a en outre livré
un certain nombre de bijoux de très grande qualité, hein, vous le voyez, avec des perles très ouvragées, des boucles d'oreilles, des colliers et des bracelets, donc qui montrent bien ce soin apporté au décor et à l'ornementation du corps ici plutôt du corps des femmes. À propos de ce corps de femme, j'insisterai sur, encore une fois, la déesse au vase jaillissant qui porte, je vous l'ai dit, donc un collier à de nombreux rangs. Et en fait, c'est un collier à contrepoids, hein, c'est un collier très lourd qui est donc rattaché à un contrepoids que l'on voit courir le long de son dos de manière très droite, hein, vous le voyez, le long de sa colonne vertébrale. Et c'est également, pour cette statue, il faut voir également le croisement du tissu, donc au niveau de ses omoplates. Hein, vous voyez ici encore une fois le rendu en virtuosité des plis de ce vêtement. Et enfin, j'insisterai, puisque là, nous avons une vision de dos et de profil, des deux profils, sur le corps, hein, de cette femme qui est très marquée dans sa féminité. Vous voyez qu'on a un jeu au niveau du fessier avec ce renflement qui permet d'avoir une ombre portée qui vient souligner le fessier de cette statue. Et encore une fois, le contrepoids qui suit parfaitement, hein, cette anatomie très féminine avec d'un côté donc le fessier, de l'autre côté la poitrine qui sont mis en valeur. Et on est dans un bloc, hein, qui est beaucoup plus marqué par des formes sinusoïdales que ce que l'on peut trouver notamment pour Ishtu-Pilum. Je parlerai encore donc un petit peu des bijoux des hommes. Donc les hommes portent aussi des bijoux, mais vous voyez que ce sont des bijoux beaucoup plus discrets, si j'ose dire, des petits bracelets en perles, notamment sur les poignets, et puis des colliers simples, beaucoup plus légers, hein, donc qui ne nécessitent pas nécessairement de contrepoids. Et puis dans cette scène sacrificielle, vous voyez aussi que le taureau porte, si j'ose dire, des bijoux. Donc il a les cornes, hein, qui sont décorées dans leur extrémité, et puis un croissant sur la tempe qui permet de le distinguer des autres animaux du troupeau. Donc voilà, les bijoux également qui viennent ici, hein, ajouter à la parure et à l'apparence des personnages féminins et masculins, surtout féminins et un petit peu masculins. Alors, en ce qui concerne la distinction homme-femme, eh bien, le genre de certaines figures est un peu ambigu. En effet, la statue de gauche qui représente Urnanché, que l'on traduit maintenant par le chantre, avait été au départ lue comme Urnina, la grande chanteuse. Or, bon, on est sûr maintenant qu'il s'agit, en fait, sans doute d'un castrat, comme ça a été encore le cas en Italie à l'époque moderne. Et comme on le voit aussi sur un détail là de l'étendard d'Our à droite, où vous avez un joueur de sitar, mais derrière, vous avez un personnage avec des cheveux longs, donc on aurait tendance à identifier comme une femme, mais vous voyez que justement, son jupon Conakès, puisqu'on voit les francs, enfin les porte-mèches qui marquent l'extrémité inférieure, son jupon Conakès est serré à la taille et son buste est nu, comme d'ailleurs Urnanché. Donc, il ne peut pas s'agir de femme. La suivante. Oui. D'autres représentations, alors là, nous laissent un petit peu dubitatifs, parce que nous avons là, et c'est une caractéristique de la peinture murale à la deuxième moitié du troisième millénaire, extrêmement schématique. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de revoir un peu ce genre de figure avec des yeux immenses et tout ronds. Et on ne peut pas dire exactement s'il s'agit d'hommes ou de femmes, mais en fait, ce n'est peut-être pas ça qui est important non plus. La suivante, c'est un petit peu la même chose dans les deux images qui vont suivre et qui sont plus anciennes, puisqu'elles datent de la fin du quatrième millénaire. Là, nous avons certainement affaire à une sorte d'être supraterrestre, hein, parce que vous voyez qu'il y a les mains ont 4 doigts.
bon, un sexe peut être masculin, peut être décrypté en regardant bien. Et la suivante est simplement un dessin de la même chose où on peut éventuellement voir un petit peu mieux. Je n'insiste pas davantage. Et nous allons, la suivante, passer à la deuxième point de cette partie, les femmes face aux hommes, le couple et la sexualité. On va commencer donc par les principes féminins et masculins. Et évidemment, il faut commencer par le site de Çatalhöyük que vous connaissez, donc dans lequel on retrouve notamment, donc c'est l'image de droite, des statues donc fabriquées sur une âme de roseau qui seront fixées au mur et sur laquelle on applique des couches de mélange d'argile avec un élément qui serait calciné, qui s'apparente à du plâtre ou à de la chaux. Et ensuite des statues qui sont peintes, et vous voyez que les peintures notamment insistent sur le ventre, hein, sur vraiment le ventre où il y a des cercles qui sont peints, donc peut-être ici pour insister sur une féminité. Ces grandes statues sont, donc ces statues féminines, hein, qu'on a identifiées comme des personnages féminins, sont associées à des bucranes de taureaux. Donc, il y aurait une sorte de couple femelle-taureau qui serait, selon Jacques Covin, l'expression des premières divinités. Et il insiste encore sur donc, le rapport, hein, l'ancienneté du rapport entre ces deux principes masculins et féminins. La différence, c'est que le personnage féminin ici semble dominer le personnage masculin puisqu'il tire sa puissance de sa fécondité. C'est un personnage qui donne la vie. D'ailleurs, sur le site de Çatalhöyük, il y a, on ne vous l'a pas mis là, mais il y a des représentations de cette femme en train d'accoucher, donc avec vraiment quelque chose, un crâne qui lui sort en fait, hein, entre les jambes. Elle donne la vie. Et ici, elle donne la vie à des figures zoomorphes qui sont des taureaux qui sont en filiation directe avec elle. Donc ici, le personnage, le principe féminin, intervient comme une sorte de maître des animaux, quelque chose qui règne, hein, sur le monde animal. Le principe masculin, lui, est représenté donc sous la forme d'un taureau. Donc ici, soit sous la forme de bucrane lorsqu'il est sculpté, ou il est aussi identifié par simplement des cornes, hein, seules qui sont fixées à des banquettes ou à des piliers. Mais il est encore représenté peint. Et lorsque c'est le cas, il est peint donc sous la forme d'un taureau entier et il apparaît dans des scènes de chasse. Hein, donc vous avez ici une photographie et deux relevés de ces scènes de chasse où l'animal en fait, hein, est vraiment énorme et il est entouré de petits humains armés d'arcs et de pieux qui tentent, hein, de le soumettre malgré un évident déséquilibre des forces. Hein, ici, ça se voit très clairement. Donc, les principes mâles et femelles à Çatalhöyük vivent conjointement, mais le principe mâle reste zoomorphe lorsque le principe féminin, lui, est plutôt anthropomorphe ou s'apparente davantage à une forme humaine. Il faudra bien noter que le principe masculin est subordonné à Çatalhöyük au principe féminin parce que c'est elle qui donne la vie et qui est donc prédominante et plus ancienne. Autre corps fécond, donc autre image de cette grande féminité, c'est évidemment les petites statuettes du type de Tel Alaf, les idoles alafiennes, hein, donc que vous avez en bas, où on voit que, encore une fois, les corps sont disproportionnés avec des cuisses énormes, des seins énormes et des hanches très développées, là où on a une tête et d'un cou un peu fin, voire des bras très étroits, hein, vous le voyez notamment sur l'idole alafienne. Et puis, c'est des corps peints qui sont apposés au corps directement sur le corps de ces statuettes. Donc, peut-être pour signifier un vêtement ou des tatouages, ou simplement avec les stries, notamment sur les idoles alafiennes au niveau des cuisses, pour insister sur la taille, hein, démesurée de ces statuettes. Donc, les idoles alafiennes sont des terres cuites, hein, comme vous le savez. Et ici, en fait, ce qui va prédominer, ce n'est évidemment pas l'identité d'une personne ou d'un individu, mais bien sûr l'opulence des marqueurs de la féminité. Avec ces statuettes, on est face vraiment à des symboles de fécondité,
Et on va représenter ce principe fondamental de la fécondité sous les traits d'une figure féminine un peu associée à la déesse mère, c'est-à-dire à une femme très en chair. Elle est évidemment garante du renouvellement régulier de la vie, et c'est une divinité, enfin, ce sont des statuettes qui vont naître en même temps que l'agriculture, hein, qui vont donc être associées à toute naissance de toute vie, aussi évidemment l'agriculture. Elles vont jouer un rôle assez majeur, hein, dans la société, et notamment pour les idoles alafiennes, leur petite taille, contrairement à Çatalhöyük, hein, permet de penser qu'elles étaient notamment très développées dans le milieu domestique. Ces corps féconds avec des formes très développées, on va les retrouver, donc voilà encore d'autres figures alafiennes, où vous avez également, pour l'époque de Samarra, donc à Tel Songor, une statuette dont on a le relevé ici, qui est intéressante parce qu'elle est à genoux, donc elle est assise sur ses talons, ce qui permet en fait d'avoir une espèce de socle entier, vraiment très imposant au niveau de ses hanches. Donc elle a la taille assez marquée, et vous voyez qu'elle se tient à la poitrine, et sous son corps, en fait, il y a une espèce de socle fondamentale, hein, qui est à la fois ses hanches et ses cuisses, donc sur lesquelles elle s'appuie, et sur lequel, en fait, là où l'endroit où tout se joue, toute sa féminité se joue, et toute sa fécondité également se joue. Ces corps avec l'insistance sur les hanches, on les retrouve encore, donc toujours pour Samarra, au 5e millénaire, sur ce type de céramique. Donc ici, un personnage féminin avec des cheveux très longs, des épaules assez étroites, une taille très fine, et encore une fois, c'est vraiment au niveau des hanches qu'on va amplifier ce corps pour, encore une fois, souligner la fécondité et le fait de donner la vie. Et ce qui est intéressant ici pour cette céramique, c'est qu'elle est en association avec le scorpion, donc le scorpion sur lequel on avait un petit peu travaillé avec Béatrice, et sur lequel on pourra revenir si vous avez des questions. Oui, alors à côté de disons, ces représentations féminines, la féminité sans visage, pourrait-on dire, hein, de ces formes extrêmement opulentes, eh bien, on a au contraire euh, cette stèle de Marie à droite, qui a été trouvée dans la favissa du temple de Ninhursag, et lequel temple date de la ville 2, c'est-à-dire milieu du 3e millénaire, mais la favissa étant un endroit où on mettait au rebut des objets sacrés plus anciens, il n'est pas impossible, il est même vraisemblable, et en raison de l'iconographie d'ailleurs, comme l'a montré Jean Margueron dans sa publication, que cette stèle en réalité date de la ville 1, c'est-à-dire du tout début du 3e millénaire. Je ne détaillerai pas l'ingéniosité de la composition, qui est parfaitement bien symétrique, qui est en symétrie, disons, enfin un axe médian vertical, qui est aussi symétrique par rapport à un axe médian horizontal, puisqu'elle est construite sur 2 carrés de même dimension, donc 2 carrés juxtaposés. Mais j'insisterai plutôt sur les interprétations que l'on peut avoir. Évidemment, on peut assez facilement, on voit assez facilement de grands yeux entourés de cils, et puis surmontés de sourcils qui se rejoignent, caractéristiques dont on vous a déjà parlé. Le nez est réduit à une ligne, et ce qui frappe, c'est le triangle qui se trouve dans la partie inférieure, triangle que l'on peut assimiler, normalement s'il s'agit d'un visage, à une bouche. Ce qui est plus étrange, c'est ce décor supérieur et inférieur de triangles hachurés. Le triangle, dans la partie en haut, c'est facile évidemment d'y voir des cheveux. C'est moins facile de voir quelle est la signification des 2 losanges blancs que disons, leur lacune dessine. Jean Margueron y a vu éventuellement une paire de cornes, les cornes étant, comme on le sait, la marque, le signe de la divinité.
Et dans la partie inférieure, eh bien, nous trouvons déjà une préfigure, enfin déjà oui, mais on l'a déjà même avant, le motif des, au fond, des caprinés de part et d'autre de l'arbre de vie. Là, il s'agit plutôt de bouquetins ou de chèvres sauvages, et on a même, alors au bas du triangle, de part et d'autre de la pointe inférieure du triangle, on a même des figures, des figures, oui, filiformes qui représentent des oiseaux aquatiques. Alors, c'est au fond, nous avons ici résumé aussi, mais de façon beaucoup plus conceptuelle, la féminité avait dans son association avec la fertilité. Et de ce fait, la suivante, le triangle qui normalement est une bouche, eh bien, peut aussi être, et vraisemblablement, le triangle pubien. Et ce tableau de René Magritte en rend compte d'une façon assez extraordinaire, puisque même le visage, au fond, c'est un torse de femme, les yeux des seins, et puis alors là, le triangle pubien est tout à fait net. J'ai mis en regard ce fragment de peinture murale de la même époque à peu près, de Halawa. Donc c'est un site sur l'Euphrate, sur le Moyen Euphrate, plutôt dans le secteur nord, qui lui aussi montre ses yeux ronds et cette même façon de représenter le nez. La suivante. Et nous allons passer maintenant, si vous voulez, à toute une série de représentations féminines, euh, série qui a fleuri depuis les origines, puisque vous avez vu celle du 5e, 6e millénaire, mais à travers toute l'histoire et jusqu'au premier millénaire, même après, à l'époque grecque, etc., eh bien, la féminité est représentée par la femme nue. La femme nue dans des postures diverses, soit les mains sous les seins, comme vous avez ici au centre, soit les mains se tenant les seins, comme vous le voyez sur l'image de droite, la figurine du haut. Et disons, ces représentations sont le plus souvent, le plus communément en terre cuite, comme celle que vous voyez ici, sauf l'image de gauche qui représente une figurine, elle, en ivoire. Tout ceci vient du temple d'Ishtar niveau G, donc c'est vers 2400-2300 avant Jésus-Christ. La suivante. Et puis on peut continuer comme ça, bon, toujours Ishtar niveau G. Alors cette fois-ci, c'est la version, si vous voulez, non pas figurine en 3 dimensions, enfin oui, en ronde bosse, mais c'est la version décor mural, stuc en quelque sorte, enfin relief appliqué au mur. Pas de la façon dont le représente André, parce que cette figurine devait avoir une vingtaine de centimètres de haut, donc il est absolument impossible d'y voir l'effigie de la déesse Ishtar au fond de la celle-là du temple, hein. La suivante. Et puis les figurines qui étaient modelées au 3e millénaire, eh bien, à partir du second, elles seront de préférence moulées, ce sont des reliefs estampés. À gauche, c'est carrément un moule à gâteau, et la, la coiffure, disons qu'une femme nue portant une coiffure n'est pas tellement courante. En général, elles sont simplement avec leurs cheveux. Et vous avez bien sûr, les différentes positions. Ici, elles sont plutôt se soutenant les seins. Vous en avez donc, celles de droite sont du bronze récent. Vous voyez que l'insistance sur le triangle pubien est variable, hein, soit, je veux dire, avec beaucoup de frisottis, soit au contraire élargie un petit peu comme un slip de bain. La suivante. Et
il y en a aussi appliquées sur des maquettes architecturales. Nous avons ici 2 versions plus égyptisantes, hein, à gauche avec une coiffure coupée au carré, si on peut dire, avec un collier à, comment est-ce qu'on appelle ça? Espèce de lame verticale. Et puis un pendentif qui vient de Minette El Beïda, donc c'est le port d'Ougarit. Vous avez une Astarté ou une Ashérat avec des serpents de part et d'autre, et cette coiffure avec raie au milieu et abondante chevelure, avec une boucle, les cheveux qui se rassemblent en une boucle sur les épaules, qui est la coiffure typiquement dite atorique. Et la suivante, et encore au premier millénaire, vous avez ces figures nues. Alors ici, bras le long du corps, mais ça existe aussi à des périodes antérieures, sont disposées dans des sortes de niches ou de portes de temples ou de pseudo-temples, si vous voulez, de Naïskoï, voilà. Et puis nous allons maintenant, la suivante, passer aux représentations de couples. Oui, donc comme vous le connaissez, ce vase d'Uruk, hein, qui est très connu, on retrouve donc au registre inférieur l'élément primordial qui est l'eau, puis la végétation, puis les couples de Capriné, un peu ce qu'on avait tout à l'heure avec la stèle que Béatrice vous a présentée. Et puis au registre médian, donc une procession d'hommes nus qui apporte au registre supérieur donc un certain nombre d'offrandes, hein, pour la déesse Inanna, ou en tout cas pour son hypostase. Alors ce qui va nous intéresser dans ce vase, dans l'iconographie de ce vase, c'est surtout le registre supérieur, dans lequel on a donc ces fragmentaires, mais en fait la partie manquante, c'est le roi prêtre, hein, qui vient donc se présenter à la déesse. Et ici, c'est une procession cultuelle qui a pour objectif le phénomène de la hiérogamie, c'est-à-dire l'union charnelle entre le roi prêtre et l'hypostase de la déesse, c'est-à-dire, donc l'hypostase, c'est son incarnation humaine sur Terre, donc c'est une femme, une vraie femme qui va l'incarner quelque temps, le temps de s'unir charnellement au roi prêtre. Ici, évidemment, cette union, elle est encore associée à la notion de fécondité, puisque ça va permettre, par cette union, de fertiliser toute la terre, hein, de tous les hommes. Et donc, encore une fois, c'est en association avec la fécondité agricole, hein, et cette image que la femme est très, très souvent, par sa fécondité, associée à la terre et à la fécondité de la terre. Donc, voilà. D'autres, donc ici, encore une fois, hein, donc l'association du registre inférieur avec les couples de Capriné, mâle-femelle, hein, le mâle avec les cornes et la barbiche, et puis la femelle dépourvue de cornes, qui sont donc en référence au couple humain, si j'ose dire, du registre supérieur, où vous avez vraiment ici les deux phénomènes, donc l'union charnelle du couple humain pour l'union de la terre et la fertilité de la terre, donc par l'élevage et par également la croissance des végétaux. D'autres représentations de couple, ici Panipour ou Tel Alaf, deux représentations de couple qui surprennent, ou en tout cas qui marquent par la tendresse, hein, qui se dégage de ces deux unions. Donc ici, sur Anipour, donc un couple qui s'enlace, ils sont assis côte à côte. Ils semblent partager un banc et ils s'enlacent. Hein. Vous voyez que l'homme a la main sur l'épaule dénudée de sa compagne et il lui tient l'autre poignet. Hein. Donc vraiment ici une union entre ces deux personnages par un geste d'étroite tendresse. C'est un geste un petit peu similaire qu'on retrouve à Tel Alaf, où les deux personnages, donc encore une fois l'homme, hein, qu'on reconnaît très bien à sa barbe, hein, et son épouse, donc qui se tiennent l'un l'autre par l'épaule. Donc vous voyez les doigts bien trop grands, hein, ici sur les épaules respectives de chacun des deux époux. Et c'est vraiment cette image du couple, de l'union entre les deux personnages qui se dégage de ces représentations. Le couple, on le retrouve encore à Marie, donc avec ses statues acéphales, où on a exactement la même représentation que ce qu'on a vu précédemment, à savoir un banc commun, donc, dont on voit ici, si vous regardez derrière les personnages, vous voyez les deux angles du banc qui se détachent de part et d'autre du couple. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils portent un vêtement très similaire et qu'on a presque l'impression qu'ils portent le même vêtement. Il y a une sorte de
ça se fond l'un dans l'autre, hein, de l'union va jusque dans le croisement des mèches polyacées. Ici, une union très étroite de ces deux personnages. On identifie l'homme comme étant un peu plus grand et la poitrine complètement dénudée. Donc, c'est le personnage qui est derrière. Et le personnage qui est devant, vous voyez ce même geste, hein, l'homme lui tient le poignet, le personnage qui est devant, qui est un peu plus petite et qui a sur l'épaule hein, le conaquès qui est rabattu. Donc, elle a un des deux seins et une des épaules couvertes ici, donc avec vraiment cette union et ce geste de grande tendresse. Même chose donc sur le relevé du vase du niveau G du temple d'Ishtar à Assour, pardon, où donc c'est un vase sur lequel on a un léger relief et encore une fois on distingue un couple qui s'enlace. Là ils ne sont pas assis mais debout, ils se font face et on a ce mouvement de la rencontre hein, qui s'opère entre les deux personnages qui commencent à se saisir l'un de l'autre par la taille et par les épaules. Donc une image plutôt bienheureuse du couple, en tout cas, qui est très marquée par ces gestes plutôt de tendresse et d'union hein, vraiment entre les deux principes et entre les deux forces. Le couple encore, on le retrouve sur ce relief de vallée sud-ouest de Sennacherib à Ninive, où en fait donc, on assiste à une scène de bataille hein, qui se déroule sur l'eau, dans les marais. Et en fait, quand on s'approche un peu plus de la représentation, on retrouve caché au milieu des fourrés, au milieu de ces marais, donc vous voyez les petits poissons qui s'échappent de part et d'autre, un homme, donc on l'identifie à sa barbe et à sa chevelure, qui est caché avec deux femmes, donc potentiellement ses épouses, deux femmes dont on voit bien le vêtement, l'absence de barbe et les cheveux ici. Donc encore une fois, une image du couple qui cherche à se préserver ou en tout cas en association l'un avec l'autre dans cette grande scène de bataille. Le couple a également une sexualité. Je laisse Béatrice vous en parler. Oui, alors ces images sont en général moins bien connues parce qu'évidemment, elles ne traînent pas dans tous les manuels. Et on a donc un certain nombre, aussi bien sur des sceaux-cylindres que sur des reliefs estampés, des images d'union charnelle. Celle de gauche, en haut, pourrait être une sorte d'exorcisme, enfin une sorte de charme d'amour avec un prêtre exorciseur, pardon, c'est comme ça que ça peut être interprété. Bon, sinon, je ferai remarquer pour le bas-relief en haut, à droite, la coiffure extrêmement sophistiquée de la dame. Et d'ailleurs, les deux personnages là, ils ont l'air vêtus, contrairement d'en bas à droite, qui est estampé sur ce qu'on appelle un modèle de lit. Et il y en a un certain nombre. Il existe en terre cuite des modèles de meubles, de tabourets et principalement de lits. Alors en général, soit vides, soit avec un couple enlacé, comme vous voyez, dans diverses positions possibles. La suivante, voilà, les images de gauche représentent le même lit, en fait, hein, mais vu sous deux angles différents. Et puis, nous avons encore un autre en relief à droite. Je ferai remarquer que, généralement, dans ces scènes, la femme garde sa parure, elle garde son collier. La suivante. Oui, alors on va reprendre donc la seconde partie. Donc on vient de faire un peu un panel de des représentations femmes et hommes, et on va passer donc à ce qui se passe après, c'est-à-dire qu'une fois que l'homme et la femme se sont rencontrés, que la femme a bien mis en avant sa fécondité, eh bien elle a été enceinte et elle a même accouché, et voilà ce qu'il se passe ensuite. Oui, alors les images de courotrophes, c'est-à-dire de femmes allaitant, sont peu fréquentes. Il y a ces figurines ophidiennes, c'est-à-dire à allure et particulièrement à tête de serpent, qui sont très particulières, très circonscrites.
on a quelques sites seulement, Our en particulier. Et vous voyez qu'elles n'ont pas toujours de nourrissons dans les bras, hein, mais c'est le cas de ces deux figurines qui ont aussi d'ailleurs le triangle pubien bien marqué. Elles ont de curieuses scarifications ou pastillages sur les épaules qu'on peut difficilement expliquer. Celle de droite a une sorte de chevelure en bitume. Et nous avons ici, alors tout à l'heure, Margot vous a montré ces figures sur l'assiette de Samara associées au scorpion. Mais ici, en fait, bon, l'association avec le serpent est aussi assez évidente. Le serpent étant un animal chthonien. Et donc là aussi, évidemment, ça accentue encore toute l'idée de fécondité. Plus réaliste, ce relief, alors là, vous voyez le saut chronologique entre les 2 séries, et beaucoup plus réaliste, c'est un orthostate en basalte, néo-hittite, où l'on voit une dame, en train d'allaiter son enfant, d'ailleurs qui est à un âge déjà respectable, et c'est sans doute pas par hasard que la scène se passe sous un palmier, puisque le palmier aussi, évidemment, est l'image de la fécondité. La suivante. Les femmes sont donc lorsqu'elles sont plus allaitantes, elles peuvent quand même être associées à des jeunes enfants et notamment dans les reliefs assyriens, on retrouve cette thématique à plusieurs reprises. Les Assyriens, donc c'est un peuple qui déporte assez régulièrement les populations qui les dérangent et dans les lots des déportés, il y a souvent des femmes et des enfants, c'est surtout là qu'on les retrouve. Et donc voici quelques scènes dans lesquelles on identifie clairement ce couple de la femme et de l'enfant. Donc ici, une femme qui donne à boire à partir d'une gourde ou une sorte de gourde à un petit enfant qui se tourne vers elle. Donc, vous voyez, la procession avance, hein, les personnages avancent tous dans le même sens et il y a là une espèce de récit anecdotique qui sort un peu de la construction narrative habituelle pour montrer une scène de tendresse, encore une fois, une scène en tout cas où le rôle de la femme est clairement celui d'une mère et d'une mère qui prend soin de son enfant. Ici, donc, avec cette femme qui donne à boire. Cette femme qui donne à boire, on la retrouve également dans ce relief qui est au Louvre. Au registre inférieur, au centre, vous avez exactement la même image d'une femme qui est entourée cette fois-ci de 2 enfants. Donc, elle a un petit enfant qui est derrière elle, on le reconnaît, il est petit, il est comme s'il était en train de lui tirer le vêtement, il a l'air de l'appeler, en tout cas, il la sollicite, il a le bras levé vers elle. Et devant elle, un autre enfant qui s'accroupit presque pour pouvoir boire de nouveau à cette outre qu'elle lui tend. Donc, encore une fois, ce même mouvement hein, de la femme qui se penche vers l'enfant, qui protège l'enfant. Au registre supérieur de cette scène, vous noterez l'apparition d'un âne ou d'une mule, bon, je pense que c'est plutôt une mule, qui est nourrie, donc encore une fois, par des femmes, par des hommes, surtout par des femmes, donc toujours cette idée de prendre soin des autres. Et d'ailleurs, la femme, ensuite, elle est souvent associée à des animaux, souvent les mêmes, hein, la mule, sur laquelle on transporte les enfants, donc toujours pendant ces vagues de déportation des Assyriens, ou des prises de butin, ce genre de scène. Et ici, donc, dans le palais sud-ouest de Sennachérib, à Ninive toujours, au registre, donc dans l'image du haut, vous avez des femmes voilées qui sont suivies de petites filles voilées, donc des enfants, des jeunes femmes, des jeunes filles, mais plutôt enfants. Et vous voyez que sur le char tiré par 2 bœufs, conduit par un homme, vous avez encore 2 enfants, une petite fille, puisqu'encore une fois, elle est voilée, et derrière, sans doute, un petit garçon d'un âge beaucoup plus jeune, hein, si on en croit la représentation de sa petite taille. Même chose hein, sur le relief d'Assurbanipal, où vous avez un âne qui transporte 2 jeunes enfants. Ce sont donc des images qu'on retrouve régulièrement. Vous avez ici, donc toujours pour Sennachérib, en haut de l'écran, donc des bœufs, hein, en association avec deux personnages féminins voilés, dont l'une est encore associée à 2 jeunes enfants. Elle en a un sur les genoux qui semble tout petit, et derrière elle, un enfant un peu plus âgé, mais pas beaucoup plus. Et dans le registre inférieur, vous avez
un âne, hein, cette fois-ci, c'est un âne, associé, donc encore une fois, à ces deux femmes voilées et à un petit enfant qui avance devant la femme, devant le l'âne, pardon. Et puis, on l'a comparé aussi à cette scène donc, de la reine Touvarissas de Carchemish, qui, elle, porte son enfant dans ses bras et qui est associée cette fois-ci, non pas à un âne ou un bœuf, mais à une chèvre. Donc voilà, donc encore une fois, l'association de la femme qui s'occupe de ses enfants, s'occupe du bétail, est associée au bétail, est associée en tout cas à des animaux qui font partie de tout ce décorum de la déportation, du mouvement et du déplacement de population. Oui, il faut bien dire que les images d'enfants, de façon générale, au Proche-Orient, sont extrêmement rares. Et c'est assez étrange que finalement ce soit… Non, c'est pas complètement étrange que ce soit sur des reliefs néo-assyriens qui s'attachent beaucoup aux éléments anecdotiques, mais que ce soit dans des scènes de déportation finalement qu'on voit ces scènes. Alors, ici, on a quelques exemples de représentation d'enfants, mais des choses un peu particulières. Il s'agit là, sur les deux images, qui sont des stèles funéraires araméennes. Deux images représentant une femme assise et un enfant déjà grand, qui porte ou à côté duquel se trouve un élément carré qui en fait est une tablette d'écriture. Donc il s'agit de la mère, chaque fois de la mère d'un scribe. Et celle de gauche est une fileuse, on aura l'occasion d'y revenir, et vous voyez que son fils, probablement son fils, qui tient une tablette, tient aussi quelque chose en main qui est vraisemblablement un stylet, bien qu'il le tienne par le poing et que ce n'est pas vraiment comme ça qu'on tient un stylet. Quant à la stèle de droite, eh bien, le scribe est associé, alors c'est bon, là, on n'a pas d'explication, mais on n'a pas trop creusé la question non plus, il tient un faucon, donc on suppose que c'est peut-être une, disons, enfin, disons on sait que la chasse au faucon se faisait, mais on ne voit pas trop pourquoi est-ce que c'est lié au scribe. Je vous ferai remarquer aussi, parce que j'aurai l'occasion de reparler dans la conclusion, que de même que les dames avec les enfants des scènes de déportation néo-assyriennes que vous venez de voir, eh bien ici, ces femmes sont également voilées, d'ailleurs avec des tissus assez riches, puisque la bordure a l'air d'être en passementerie, en tout cas montre quelque chose de relativement précieux. Et d'ailleurs, la présence de l'enfant scribe montre peut-être aussi un statut social relativement élevé. La suivante. Et c'est oui, et pour ça que nous avons appelé l'image précédente une mère pour son fils. Alors ici, au contraire, non, non, c'est bon. C'est le disque, ce qu'on appelle le disque de Enredouana. C'est un bas-relief qui représente une scène de culte où vous avez à gauche une sorte de ziggourate, mais en fait c'est un autel en forme de ziggourate. À côté, vous avez une sorte de manchon de libation, mais le relief est abîmé, mais en tout cas, le personnage qui se trouve à côté est en train d'accomplir la libation. Les deux personnages de droite, ils sont assez abîmés, on ne voit pas trop, mais en tout cas, celui du milieu est une dame vêtue de robe à volants, qui a une coiffure avec une sorte de bandeau de serre-tête. Et c'est elle, justement, Ndouerana, qui, en fait, et l'inscription le dit, est la fille de Sargon. Donc le Sargon, qui est le fondateur de la dynastie d'Akkad, qui est du 24e, 23e siècle. Et l'inscription dit que c'est une grande prêtresse,
qu'elle est l'épouse de Nana, Nana étant le nom sumérien de Sin, dieu de la lune. L'épouse de Nana a érigé un autel, donc on le voit, et lui a donné un nom, table d'Anu, Anu étant le dieu du ciel. Et on remarquera que le disque est circulaire, alors que nous sommes en plein dans un contexte de dieu de la lune, qui est tout à fait typique disons, qui est le patron de la ville de Our. Alors, est-ce que on ne sait pas évidemment, oui, c'est Enrona qui a fait faire ce disque. Elle mentionne son père, donc est-ce que c'est pour se valoriser elle, ou bien si c'est en hommage à son père? Nous avons un peu opté pour la deuxième hypothèse et c'est pourquoi nous avons intitulé Une fille pour son père, la suivante. En revanche, alors là, c'est plutôt un père pour sa fille, parce que nous changeons d'époque, nous sommes un millénaire plus tard, et là, c'est le roi Inshushinak qui a, l'inscription dit, a pris cette jaspe provenant du pays de Pouralish, je ne sais pas trop où est le pays de Pouralish, et je l'ai donnée à Bourali, ma fille bien-aimée. Et on voit en effet le roi tenir un objet sphérique dans sa main, objet sphérique que l'on peut reconnaître aussi au cou de la petite fille. Et donc ici, c'est une sorte d'attention portée à l'enfant, une sorte de valorisation. Et je dirais que dans la mentalité mésopotamienne ancienne, mais en fait qui existe toujours et qui d'ailleurs a eu cours chez nous jusqu'à il y a pas longtemps, et bien, disons que la naissance d'une fille était dévalorisée par rapport à la naissance d'un garçon. Mais on voit que malgré ça, il y a quand même, bon, déjà des filles qui arrivent à des postes, disons, grande prêtresse, c'est pas rien. Et puis que un père peut avoir pour elle une attention particulièrement affectueuse. La suivante, de même, avec et toujours en relation avec le dieu de la lune, Nana. Ici, c'est un roi cassite, Mélishipak, qui, alors lui, tient par la main sa fille, qui porte une lyre. Il tient par la main pour l'amener, mais c'est en fait une scène de présentation, hein, pour l'amener vers le dieu qui est assis sur son trône. Et ce monument est un kuduru, c'est-à-dire une sorte de, ce qu'on appelait une sorte de borne, si vous voulez. En tout cas, ce sont des monuments commémoratifs qui ont trait à des donations de terre. Et là, Mélishipak a donné à sa fille, il lui a remis des terres. Et donc, il l'amène au dieu Lune en réminiscence de cet acte. Donc là aussi, il y a une valorisation de la fille par son père. La suivante. Bien, après ce petit tour d'horizon, on va s'intéresser plus précisément aux rôles qui sont donnés aux femmes, donc avec ces deux points, la société d'une part et la hiérarchie d'autre part. La première mention, donc, c'est les violences faites aux femmes. Donc, on revient sur ces reliefs néo-assyriens dont on a déjà un petit peu parlé. Et je vous montre donc ici un relief donc, du palais sud-ouest de Sennacherib, toujours, où dans le registre inférieur, vous avez des chevaux de l'armée. Dans le registre inférieur, vous avez d'une part les soldats de l'infanterie, donc avec leurs casques pointus, leurs lourds boucliers et leurs lances. Et devant eux, un défilé d'hommes qui viennent se présenter à eux. Et dans le registre supérieur, vous voyez des personnages qui ont les mains jointes par les poignets, donc qui sont attachés, qui viennent aussi se présenter à des soldats qui sont face à eux. Quelques-uns portent dans leurs mains des têtes décapitées de leurs congénères.
Au milieu de cette troupe, au relief supérieur, vous avez des femmes ici qui ne sont pas voilées, hein, on voit distinctement leurs cheveux, on voit d'ailleurs l'incision, les différentes incisions, il y en a qui ont les cheveux plus bouclés que d'autres, celle qui est par exemple le plus à gauche a les cheveux crantés, hein, donc peut-être pour suggérer des boucles, ce qui n'est pas le cas des deux femmes qui la précèdent, et vous voyez qu'elles sont donc ici bien isolées du groupe, hein, c'est-à-dire qu'il y a les hommes et il y a les femmes qui forment un groupe distinct et qui sont dissociés des hommes. Ces femmes, donc ici, bon, la violence qui leur est faite n'est pas énorme parce qu'elles sont juste dans la troupe de ces personnes déplacées. En revanche, le roi Assurbanipal à Ninive, donc ça c'est quand même un exemple assez rare. On n'a pas trouvé, enfin, moi j'ai pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres images de ce type pour l'époque d'Assurbanipal. Mais là en fait c'est une campagne qui a eu lieu contre des campements de tribus arabes. Donc le motif que vous voyez dans le registre inférieur, ce sont des tentes qui sont enflammées et dans lesquelles on retrouve déjà des cadavres de femmes et d'hommes. Et au registre inférieur et au registre médian et supérieur, et c'est là que c'est un petit peu surprenant, enfin c'est disons inhabituel pour les reliefs assyriens, vous avez des femmes qui sont littéralement violentées, hein, par des soldats. Donc vous en voyez une par exemple qui au centre qui tombe au sol et il y a un soldat assyrien qui vient lui piétiner le ventre, il est muni d'un grand bouclier et il est en train de lui transpercer le visage d'une lance. Derrière ce personnage masculin, il y a deux autres soldats qui s'y prennent ensemble pour violenter une femme. Donc là, quels sont leurs gestes? Un premier est en train de la saisir par la taille, elle est en train de basculer vers l'avant. Et au registre supérieur, c'est légèrement plus effacé, hein, la surface du relief est moins lisible, mais on voit en fait les mêmes scènes, hein, dans la tente. Donc cette fois-ci, vraiment, ils se sont introduits dans la tente au registre supérieur à droite. Et vous avez encore une fois ce corps de femme qui est presque assise et qui se fait écraser au niveau du ventre par un soldat. Donc ici, une scène d'une très grande violence dans laquelle on a tout à la fois des femmes qui sont en train d'être violentées et des femmes qui sont d'ores et déjà mortes au registre inférieur. Au passage, les tentes du registre inférieur sont enflammées, hein, ce n'est pas des petits arbres, ce sont vraiment des flammes, hein, qui sont représentées donc, ici pour signifier que tout le campement va être brûlé et que ce campement est voué à disparaître. En comparaison, on a présenté ce petit relief des portes de Balawat, donc de Salmanasar III, qui est un peu plus ancien, où en fait, vous voyez que le sort qui est réservé aux hommes par les Assyriens n'est pas beaucoup meilleur. Ce n'est pas tout à fait le même, cependant. Ici, vous êtes face à une scène de prise d'une cité, donc vous retrouvez l'architecture donc équivalente aux tentes pour les campements de tribus arabes. Encore une fois, enflammée, hein, vous voyez le dessin des flammes se distinguer au niveau des portes, de la porte centrale inférieure du bâtiment et dans les deux tours supérieures des bâtiments. Et puis, à côté, vous avez donc des soldats assyriens, toujours reconnaissables à leurs boucliers, leurs épées et puis leurs casques, qui sont en train de découper les mains et les pieds des assaillants, voire de les empaler pour l'exemple. Donc voilà, un traitement quand même assez différencié. Vous voyez que les femmes, ce n'est pas tout à fait le même sort qui leur est réservé, hein. Elles sont abattues différemment et surtout, on ne porte pas, enfin en tout cas dans le relief, on ne porte pas atteinte à leur corps, on n'a pas de représentation de découpage des mains ou des pieds des femmes et on n'a pas non plus, en tout cas à ma connaissance, de représentation de têtes de femmes décapitées. On n'a que des hommes, hein, lorsque c'est assez facilement reconnaissable, notamment à la barbe. Voilà, toutes les têtes décollées que j'ai pu voir dans les reliefs assyriens s'apparentent plutôt à des têtes d'hommes. Toujours est-il que voilà, cette scène donc, sur de violence contre les tribus arabes dénote par la présence des femmes et par la violence qui est directement portée sur ces femmes. Nous abordons maintenant la femme, disons, dans la vie familiale, la femme au sein de la famille. Et ce dessin que vous avez à gauche, c'est une des premières représentations féminines en peinture. Alors non pas murale, parce qu'en fait, c'est pas une peinture murale, mais c'est une peinture de sol qui se trouve dans une maison. Et vous voyez que ces femmes ressemblent un petit peu à ces figurines en terre cuite qu'on vous a montrées au début.
Elles ont la tête, enfin, guère de tête, pas de bras, mais surtout, disons, elles sont très calipiges et puis elles sont très larges, disons, de la partie inférieure du corps. Et ce qui est intéressant, c'est l'objet qu'il y a au milieu, qui ressemble un peu à une grille de barbecue, si je puis dire, et qui en fait, et on le verra à la diapositive suivante, j'aurais dû les inverser, mais ça fait rien, et qui en fait représente sans doute une sorte de foyer et que tel qu'on l'a retrouvé sa présence dans la maison même où cette peinture, a été faite. Et j'ai mis en comparaison, un petit peu plus récent dans le néolithique, cette maquette en terre cuite du néolithique grec, où vous avez toute une famille, c'est une maquette en fait de maison, enfin une maquette ouverte si vous voulez, hein, vous avez une famille avec le père, la mère, les enfants et puis vous avez, dans le fond, vous avez un four et d'ailleurs extraordinairement, cette maquette se trouvait enfouie sous le four de la maison. Et dans la diapositive suivante, on va voir justement le contexte de la peinture en question. Donc vous avez ici, la maison avec une représentation, en perspective avec vous voyez l'emplacement à peu près au milieu de la pièce, donc de la peinture au sol et puis au fond, vous avez un four ou un foyer. Et bon, disons que la femme donc est associée comme une sorte finalement de pilier, de ciment, d'éléments essentiels, de la famille, comme c'est le cas, dans beaucoup de civilisations et encore actuellement souvent. Pour les activités quotidiennes, on n'a pas beaucoup de représentations, c'est comme pour les enfants un peu, hein, là, une empreinte de saut-cylindre avec des femmes en train de cueillir, des dattes. Pas grand-chose à en dire, de plus. La diapositive suivante vous remontre la fileuse que vous avez vue il y a un instant avec, son enfant Scribe. Et puis peut-être à droite, une autre fileuse. On voit pas trop ce que fait le poisson sur la table, qui est en face d'elle. Nous avons tiré, un certain nombre de ces images peu connues, d'un ouvrage, qui va pas te l'air enfin plutôt de vulgarisation, qui date de 1974 de Ilse Seibert, qui a été, je dois le dire, assez pratique pour, essayer oui, justement de trouver des documents que nous n'avions pas forcément en tête. La suivante. Oui, juste sur le relief du Louvre des lames, j'attirerai l'attention de tout le monde sur le pied, la plante du pied, parce que c'est quand même suffisamment rare pour que ce soit sympa de le voir. En fait, elle est assise en tailleur et on voit tout son pied avec ses 5 doigts. Et c'est une représentation suffisamment rare pour qu'on la souligne. Pardon. Non, non, tu as raison. Les femmes donc assistent quelquefois à des banquets. Alors on a ici donc dans ces relevés de sceaux de la glyptique archaïque du milieu du 3e millénaire, un certain nombre de femmes, donc faites-moi confiance, au départ on ne les voit pas forcément. Il faut chercher la distinction. Tout à l'heure on parlait de ces hommes souvent chauves et imberbes ou alors au contraire très barbus. Ben là il faut chercher les hommes chauves et les distinguer de ceux qui ne le sont pas. Et les personnages qui ne sont pas chauves, vraisemblablement, ce sont des femmes. On peut voir donc leurs petits chignons, en tout cas leur coiffure, qui s'apparente plutôt à un chignon, qui permettrait peut-être de les distinguer des personnages chauves, qui seraient donc eux des hommes. Et puis, autre fait intéressant, c'est que lorsque ces personnages féminins, donc qui sont assises, ces personnages féminins, qui donc participent au banquet, vous voyez que souvent elles ont un gobelet dans la main, donc on voit très bien qu'elles sont des banqueteuses, qu'elles font partie du banquet. Eh bien, la plupart du temps, lorsqu'elles sont en association avec un serviteur qui vient les servir, eh bien, ce n'est pas un serviteur, mais une servante. Encore une fois, donc ce petit personnage qui, par sa coiffure, se distingue des serviteurs chauves, qui eux sont plutôt des hommes, donc des serviteurs hommes. Donc, vous avez cerclé de rouge les banqueteuses, donc les femmes qui participent au banquet, et puis cerclé de bleu, je ne les ai pas toutes cerclées, mais vous en avez 3 exemples.
des jeunes femmes, des jeunes servantes qui ici se distinguent encore une fois par ce chignon hein, qui permettrait peut-être de les identifier comme servantes et non pas comme qui permettrait de les distinguer des serviteurs. Évidemment, pour participer à un banquet, il faut être une femme d'exception et la plus grande représentation, la plus célèbre de femmes d'exception dans un contexte de banquet, c'est évidemment le banquet sous la treille organisé par Assurbanipal lors de la chute de l'Élam autour de 653 avant notre ère et la capture de son roi Théoman dont on voit la tête pendre dans un arbre et vous avez donc dans cette scène sur la gauche et un petit peu plus à droite que le numéro d'inventaire, donc vraiment à gauche. Et donc ce relief qui est conservé au British Museum nous présente le roi Assurbanipal au centre de la composition. Il a malheureusement le visage martelé, il tenait un petit bol caréné qui a aussi été martelé. Il est sur une clinée, donc sur un grand lit d'apparat, vous voyez, très richement décoré de plaquettes d'ivoire. Lui-même porte un certain nombre de bijoux, il a un bandeau orné de fleurs dans les cheveux, il tient une fleur de lotus, il a des bracelets et il a le corps placé sous une couverture très finement ourlée sur les bords et face à lui, sur un siège somme toute moins confortable, un fauteuil un peu droit, enfin un fauteuil très droit même, en bois vraisemblablement, muni quand même d'un repose-pied. Vous avez un personnage féminin qui lui fait face, une reine, donc un personnage d'envergure, donc identifié soit comme sa mère, soit comme son épouse, la première de ses épouses. Le débat, je crois, n'est pas clos. Donc, qui porte ici de nouveau un petit bol caréné devant elle et qui est accompagnée de serviteurs qui viennent l'éventer comme le roi. Donc ici, c'est vraiment le couple royal qui est mis en avant, avec quand même une hiérarchie qui reste constante entre les deux. Le visage du roi est placé plus haut, sa tête est placée plus haut, c'est d'abord lui qui domine, puis son épouse et enfin les serviteurs qui sont tous à un rang inférieur avec le principe de l'isocéphalie, c'est-à-dire que toutes les têtes des personnages inférieurs sont au même niveau et sont à un niveau inférieur par rapport à la tête de la reine et inférieur évidemment par rapport à la tête du roi. Cette femme au banquet, donc elle intervient ici comme une femme plutôt d'exception. Oui, femme d'exception, comme les Orantes que nous allons voir, mais en même temps, on peut dire aussi que toutes les images comment dire, ne concernent pas forcément, enfin, ne concernent pas le commun des mortels, Oui. mais s'appliquent de façon générale à des, des figures, des personnes connues et d'un haut rang. Sinon, elles ne seraient pas représentées. Alors, de même que le banquet, eh bien, les femmes ne sont pas exclues des prières ou des scènes cultuelles, comme on l'a déjà vu avec le disque de Henry Douana. Et on le voit donc sur cette plaque perforée en pierre, avec les trois, sur le registre supérieur, avec les trois dames en manteau qui suivent l'officiant qui est en train de faire une libation devant, devant encore une fois le dieu Nana, le dieu Lune, que l'on peut voir parce que sa tiare à cornes tire un peu vers le croissant de lune. Et puis, dans le registre inférieur, eh bien, il y a une dame à gauche qui tient non pas un chevreau comme le porteur d'offrande qui se trouve devant elle, mais quelque chose qui pourrait s'apparenter soit à un diadème, soit peut-être plutôt à un collier comme ce qu'on voit fréquemment sur la glyptique de la période d'Uruk. Et un personnage est assez énigmatique au milieu, c'est un personnage de face, qui est une femme, vu son manteau et ses cheveux, et il est interprété alors comme quelqu'un de particulier, peut-être la grande prêtresse du dieu Nana, et laquelle s'unirait au dieu dans le bâtiment que vous avez représenté sur le registre inférieur à droite, qui est ce que Pierre Amiet a appelé le temple vide,
Bon, et on aurait ainsi, si vous voulez, une dissociation entre le moment de l'offrande et le moment de l'union qui se ferait dans un autre endroit que le temple lui-même. Il faut dire que le Gui Parou à Our est un bâtiment tout à fait particulier qui avait des logements en fait de prêtresses et aussi des zones de temple. La suivante, il va falloir qu'on accélère un peu parce que sinon nous allons abuser de votre patience. Oui, alors les oranges, il y en a d'autres ici, une plaquette en plâtre gravée de Marie. On la voit, elle a un turban, des colliers, les mains levées qui montrent ce qu'elle est en train de faire. La suivante. D'autres, alors là encore, aux dynasties archaïques 3, donc d'autres orantes qui vont vers encore une fois une porte de temple avec enfin, oui, là, une porte marquée par des sortes de boucles qui marquent qu'il s'agit d'une entrée de temple. Euh, Quelque chose de voisin sur l'image suivante, je n'insiste pas trop. Et ces orants, évidemment, on en trouve pas seulement représentés dans la glyptique ou sur des bas-reliefs, mais on en trouve en ronde-bosse et on en a trouvé une certaine quantité dans des temples. Ici, je n'ai mis qu'une image du temple, encore une fois, du temple archaïque d'Ishtar à Assour, mais il faudrait parler de Marie, évidemment, où on a trouvé énormément de statues d'Oran dans les temples. Sophie Cluzan a particulièrement étudié la question et sur le temple d'Ishtar en particulier, où elle a pu montrer qu'il y avait beaucoup de rentes dans ce temple par rapport à d'autres temples à Marie, et qu'il y avait même, si vous voulez, selon les salles du temple, une prédilection pour, enfin, disons, une plus grande concentration de statues d'orantes féminines par rapport à des statues de rang masculin. Et puis, les femmes font encore d'autres activités, Margot. Oui, on a notamment ces activités de tissage, en fait, hein, qui ont été très savamment étudiées par Catherine Bréniquet dans son ouvrage, dans son essai sur le tissage, où en fait, donc sur cet étendard de Marie, en fait, on aurait ici deux couples. Donc, il y a ce quatrième personnage féminin qui est manquant sur la droite. On aurait deux couples de femmes donc, qui seraient en train dans une scène de mise en écheveau. Donc, où en fait deux femmes sont donc assises sur un tabouret et tendent leurs bras vers une troisième, une troisième au centre et celle qui est manquante, pour que celle-ci dévide le fuseau. Donc ici, on aurait celle du centre que vous voyez très bien, très clairement, tient dans ses mains une fusaïole en partie haute qui est masquée par le fil. Donc, avec cette idée ici de cette mise à l'écheveau. Et on retrouve sur ce même étendard de Marie une seconde scène de tissage. Ici, je vous ai mis le relevé que Catherine Bréniquet a proposé dans son ouvrage, où on voit en fait peut-être un métier à ourdir. Donc, c'est encore une fois une méthode de tissage avec deux groupes de femmes acéphales. Donc là, on arrive à les identifier comme femmes par leurs vêtements et puis par la protubérance au niveau de leur poitrine qui suggérerait un sein. Et vous voyez qu'elles sont placées devant une table à pied de bœuf ou à pied de taureau sur laquelle repose donc un vêtement en laine, en manteau frangé, hein, quelque chose, un tissu en laine en tout cas. Et ce tissu en laine a été identifié, enfin ce meuble a été identifié comme peut-être un lit pour un mariage sacré, d'où la présence à côté de la grande prêtresse que vous voyez qui tient dans ses mains donc cette grande vasque et qui surtout porte le polos, donc qui serait qui est évidemment une prêtresse et qui serait associée donc à ces travaux de tissage, ou peut-être le lien pourrait être fait par le mariage sacré. Donc, ces scènes, ces prêtresses, on les reconnaît très efficacement grâce à leur coiffe, hein, ce polos que vous voyez donc ici qu'elles portent par 3 fois, et quels que soient leurs vêtements ou leur attitude,
Pardon, c'est vraiment par ce polos qu'on arrive à les identifier de manière très, très formelle comme étant des grandes prêtresses. Les femmes, dans les cérémonies, participent également aux activités en tant que musiciennes ou en tant que danseuses. Voilà quelques représentations de ces femmes musiciennes, donc à Suse, hein, où vous avez un instrument qui s'apparente peut-être à une cornemuse ou à quelque chose avec du vent comme ça, et puis un tambourin qu'on retrouve encore sur un petit coffret d'ivoire de Nimroud, où vous avez une flûtiste avec une flûte à 2 corps et suivie par quelqu'un, donc il y a une joueuse de tambourin. Au milieu, vous avez à Télo cette petite tête d'épingle où vous avez probablement la représentation de 2 danseuses en ronde, hein, qui tournent en ronde ici. Et on reconnaît très bien que ce sont des femmes par évidemment la présence de leur poitrine et puis l'apparence physique de leur corps. Ces femmes d'exception sont encore associées à la reine. Oui, et là, je n'ai pas beaucoup de temps là pour développer, mais c'est assez intéressant, cette histoire de couronne dite murale. En fait, le terme est très mauvais. C'est couronne en forme d'enceinte de ville avec des tours et des tours souvent crénelées. Et pourquoi est-ce que et au fond, ce sont les reines ou les prêtresses, parce qu'il y a des assimilations un peu complexes. D'une part, entre euh, la ville et la reine, parce que la ville est l'épouse du roi, en quelque sorte. Donc la reine, forcément, représente la ville. Par ailleurs, les temples, iconographiquement, sont représentés un peu comme des forteresses. Donc on peut les confondre. Et dans une certaine mesure, on les confond parce que c'est le territoire du dieu. Et on a même en Égypte une déesse des fortifications qui porte là carrément une tour sur la tête. Et en fait, donc la plus ancienne représentation de couronne de cette sorte se trouve donc sur le sceau d'Aman-Eshtar que vous avez en bas à gauche. Et vous avez aussi des objets qui datent du Chalcolithique et qui sont en forme de couronne, mais peut-être que les portes à gauche en haut, les portes représentées seraient plutôt des portes de temple. Bref, il y a un tas disons, de choses intéressantes sur ces histoires de couronnes, et d'ailleurs qui ont perduré jusqu'à l'époque classique avec des cybèles. Rappelez-vous du Bellay, la Bérésinthienne couronnée de tours, et et on a des images de Tyché, la déesse de la fortune, qui est elle aussi couronnée de tours. Donc ceci remonte, la suivante, à une très haute antiquité, comme on peut le voir. Et là, vous avez Koubaba, la déesse de la ville. Donc là, on est au début du premier millénaire. Bon, je regrette d'avoir passé ça un peu à l'emporte-pièce, mais on va passer maintenant au dernier stade, si on veut, de l'état où peut être la femme, socialement, si on peut dire, c'est celle de déesse. Oui, donc pour revenir sur les déesses, on voulait vous présenter ce couvercle de pyxide assez connu de Minette El Beida, où on retrouve en fait le thème de la déesse maîtresse des animaux qu'on avait déjà un petit peu vu avec Çatalhöyük, où vous avez donc cette femme poitrine dépoitraillée, hein, donc poitrine dénudée, qui tient dans ses mains 2 rameaux de végétaux qui est en train de nourrir 2 caprinés à barbiche. Donc éventuellement des mâles, mais ce n'est pas tout à fait certain puisque la position des pattes arrière ne permet pas l'identification formelle de ces caprinés comme des mâles. Toujours est-il qu'on retrouve donc ce thème de la maîtresse des animaux, hein, de la femme qui, encore une fois, associe sa propre fécondité à celle de l'élevage et à celle, a fortiori, de l'agriculture et de la terre. Les déesses encore connues, je passe rapidement parce qu'on n'a plus le temps, ce sont ces déesses Lamassu que vous connaissez qui, elles, ont un rôle d'intercesseur. Hein, ce sont des déesses qui interviennent entre 2 personnages, donc elles ont un rôle d'intercession, de présentation ou d'introduction d'un personnage de rang inférieur vers un personnage de rang supérieur.
Donc pour un roi, donc là vous avez par exemple à Marie 2 représentations de ces déesses. On voit d'ailleurs qu'elles sont cornées, hein, elles portent des cornes comme des déesses, hein, puisque la corne c'est un attribut divin. Et puis la même chose, hein, ici on voit très très bien dans cette empreinte de sceau de Urnammu le rôle d'intercesseur de la déesse, hein, donc avec les 2 personnages qui la suivent, qui se couvrent la bouche dans un signe d'humilité. Et la déesse qui, au centre, tient par la main, elle semble vraiment l'agripper et le tirer vers elle pour l'introduire au Dieu qui lui fait face. Donc, elle lève la main dans un signe de salut, hein, elle salue le Dieu et c'est par son intercession et par sa présence que les 2 mondes, donc des rangs inférieurs et des rangs des dieux, vont pouvoir se rencontrer pour engager le dialogue. On a d'autres déesses encore qui sont des déesses ailées. Oui, on ne peut pas passer tout en revue. Bon, elles sont anonymes en fait, comme les déesses que vous venez de voir, les déesses Lamassu, mais elles sont celles-ci plus ou moins des avatars de Ishtar, Astarté, Ashérat, etc. Et je voudrais les 2 suivantes, enfin je veux dire, passez-en 2 tout de suite. On ne va pas s'attarder sur les déesses ailées. Pardon. Voilà. M'arrêter un tout petit peu plus sur Ninhursag, qui est à la fois la déesse de la montagne, comme vous le voyez ici, puisqu'elle est assise sur un trône en imbrication qui symbolise la montagne. Elle est représentée de face comme l'Orante que vous avez vue tout à l'heure. Et en fait, Ninhursag, c'est la mère de toutes les déesses et par conséquent de tous les dieux. Donc nous retrouvons ici dans le panthéon mésopotamien, finalement, la grande idée de la mère universelle, mais qu'on retrouve encore dans la Genèse avec Ève, qui est mère de tous les vivants. Et pour terminer, nous voyons la place des femmes. Nous arrivons en quelque sorte à la conclusion. Non, non, c'est plus les déesses, en fait, c'est la conclusion, puisque les femmes. Oui, je voudrais, avant qu'on aborde, si vous voulez, une petite synthèse conclusive, revenir au voile par lequel nous avons ouvert cette conférence et qui permet de peut-être, je pense que l'ensemble de ce que nous avons dit permet peut-être quand même de nuancer l'a priori qu'on a généralement sur la femme opprimée, etc. C'était vrai. Mais ce n'est pas toujours vrai et lorsque la femme a un rôle, elle peut avoir un rôle important, évidemment et même elle a un rôle primordial, mais au sens étymologique du terme. Et alors pour la question du voile, on dit donc que, le voile n'est pas islamique, mais date de l'Antiquité. C'est vrai, mais apparemment pas d'une si haute antiquité que cela, puisque au 3e et 2e millénaire, en tout cas 3e millénaire, vous voyez ici, finalement, les dames ont la tête souvent couverte, pas toujours, mais d'un turban et qui laisse voir ou d'un espèce de bandeau ou d'un tissu léger qui recouvre, qui permet de tenir leur chignon et qui recouvre, le sommet de la tête. Hem, mais on voit là d'ailleurs sur la petite dame du banquet, là, le dessin que bon, elle a ses cheveux, une petite mèche de cheveux qui sort de son chignon et ce n'est que, la prêtresse au polos, à cette époque-là, qui a une sorte de voile, alors là, qui est particulièrement lourd. La suivante, par contre, c'est, au 1er millénaire, on l'a vu avec les femmes voilées des reliefs assyriens, là, les déportés. Et on le voit ici aussi donc sur ces pendentifs ourartéens. On le voit, alors il est vrai, déjà sur le vase de Bitik, dont vous avez ici un détail avec un couple dont la femme est voilée. Et puis alors plus tard, à l'époque sassanide et gréco-perse. Donc cette histoire du voile, là aussi, est plus subtile qu'on pourrait croire et peut-être qu'il y a aussi une question de région et
on peut se demander si avec ce vase du Bitik, si finalement le voile ne serait pas une marque, puisque dans les bas-reliefs assyriens, on avait des femmes non voilées, ce ne serait pas une marque des régions anatoliennes, ou éventuellement, oui, plutôt anatoliennes, ou éventuellement, puisqu'il s'agit du siège de Lachish, ou bien levantine. Voilà, et pour conclure plus généralement, donc vous voyez que dans l'iconographie, en tout cas, la femme est présentée dans des rôles assez attendus, hein. Elle est d'abord une femme féconde, une femme épouse, puis une femme mère. Après, elle va être une femme qui va s'occuper des enfants et de la vie quotidienne, qui va prendre une place vraiment importante dans toutes ces activités de soins pour la communauté et pour les autres. Et puis, c'est aussi l'image d'une femme soumise, une femme violentée par moments. Et en fait, finalement, celles qui se dégagent de ces rôles très attendus, hein, de la femme, eh bien, ce sont les femmes d'exception. Donc, la femme d'exception, ça va être celle qui est associée au culte, qu'elle soit musicienne ou qu'elle soit prêtresse. Encore mieux si elle est grande prêtresse. Ou bien la femme reine, qu'elle soit fille d'un roi ou qu'elle soit l'épouse ou la mère d'un roi, donc une femme associée à une sphère du pouvoir en étant reine. Et puis, bien sûr, la femme déesse. La femme déesse, elle se détache encore mieux, hein, de tout cela par la grande déesse Ishtar, qui récupère donc à son compte toute une violence armée et des actes de violence, et qui en fait sa force, et peut-être qui préfigure quelques portraits féminins de l'Ancien Testament de femmes qui vont reprendre à leur compte une sorte de violence armée pour se détacher des rôles attendus de la femme. Donc je pense notamment à Salomé ou à Dalila ou encore à Judith, hein, puisque Judith, elle va elle-même être meurtrière. Donc voilà, des femmes qui vont s'échapper de leurs conditions aussi par le fait qu'elles vont rattraper une violence qu'elles subissaient et qu'elles ne subissent plus et qu'elles reprennent à leur compte. Voilà, merci pour votre attention. Est-ce que je départage l'écran? Oui, merci, merci infiniment pour cette communication d'une richesse. Voilà, il va falloir qu'on décante un petit peu tout ça. Alors, je sais qu'il n'est pas très tôt, mais il y a peut-être certains qui… Voilà, il y a Annie qui applaudit. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent poser des questions? Merci. Si vous voulez poser des questions, je vous propose de remettre… soit vous remettez votre micro, soit vous pouvez les mettre dans le chat en dessous. Vous pouvez lever la main si vous voulez dire quelque chose. Donc, c'était un panel un peu large, mais je crois Oui, qu'Annie oui, non, Corré voudrait prendre il y la a parole. Annie qui veut parler. Annie, remets ton micro. Oui, bravo, c'était un panorama absolument passionnant. Il y a quelque chose qui ressort de ce que vous dites. Il y a à certains moments, pour les périodes très anciennes, la représentation féminine est extrêmement ambiguë du point de vue de son statut. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un symbole? Est-ce que c'est une divinité? Est-ce que c'est… Et puis, au troisième millénaire, en Mésopotamie, on leur met des cornes sur la tête et on sait que c'est des déesses, nues, pas nues, guerrières, pas guerrières. Et il y a au fond, dans cet aspect ambigu du statut de la représentation féminine, c'est quelque chose qui apparaît comme ça. Est-ce que vous y avez un petit peu plus réfléchi, plus que je ne l'ai fait moi? Oui, alors moi, je sais, j'ai pas forcément réfléchi à la question, mais j'ai le sentiment, après avoir mené ce travail avec Béatrice, qu'effectivement, il y a au départ une espèce de femme qui fonctionne pas en tant que femme, mais comme symbole de fécondité. En fait, ce qui va prédominer, c'est pas tant son individualité de femme que tout ce qu'elle apporte en tant que femme. C'est une poitrine démesurée, des hanches surtout, hein, c'est surtout les hanches et les fesses qui sont très, très développées. Donc, elle va fonctionner vraiment comme objet de fécondité avant de fonctionner comme sujet de femme, en tout cas dans ce que moi j'ai pu en percevoir. Je ne sais pas si Béatrice voulait ajouter quelque chose. Oui, au fond, l'ambiguïté, je me demande si c'est pas inhérent à toute la pensée mésopotamienne. Parce que la ville est en même temps un temple, elle est sacrée, lire les cités invisibles. La femme
la, la reine est en même temps la ville, la prêtresse est en même temps l'hypostase de la déesse. Est-ce que cette ambiguïté, est-ce qu'elle ne dépasse pas, je dirais, la question de la femme? Voilà. Oui, moi je crois que ça dépasse la question du sujet femme pour être objet vraiment de fécondité et tout ça, quoi. Oui. Et l'association avec l'agriculture est assez étroite en fait. Vraiment dans tout ce qu'on a pu lire, c'est une thématique qui revient constamment, que l'union charnelle du couple provoque, enfin l'union charnelle notamment du grand prêtre et de l'hypostase de la déesse, a aussi pour objectif que de raviver l'agriculture. C'est vraiment, il y a un mélange ici il y a d'ailleurs des textes où les termes se mêlent en fait, où la terre et la femme, c'est des choses qui sont communes en fait. Mais au fond, c'est quand même la femme qui est première féconde. Comment dire? Oui, oui. L'homme, à la limite, il est Avec le souvent- taureau. Oui, oui, avec le taureau. Mais Hatshepsut, Oui, il est alors oui, inférieur. oui. Et en plus, il est zoomorphe. C'est-à-dire que ce qui est prédominant, c'est la femme anthropomorphe et c'est vraiment elle qui agit comme un principe premier. Si vous voulez, c'est l'œuf et la poule. Bah là, c'est la poule, quoi. Même avant l'agriculture, parce qu'en fait, Oui. elle est aussi montagne, eau, Ouais. sous-sol, c'est presque l'univers. Oui, oui, parce elle donne la vie, en fait. Et je pense qu'il y a encore cette notion de… La vie, la mort. Oui, la vie, la mort, oui, tout à fait. Beau sujet. Merci. Oui, Annie. Très vaste. Et puis, vous avez fait un travail considérable. Hein, C'est vrai. Bravo. Ben, ça nous a un peu changé. Moi, je travaillais surtout sur l'animal, donc ça nous a un peu changé. Et Béatrice ne travaille pas tellement sur les femmes non plus. Donc, Eh bien, merci d'avoir fait tout ça. Parce que… Voilà, il y a une question ici du collègue Lenoir, je crois. Oui, merci beaucoup pour vraiment, c'était très très riche comme documentation. J'ai un petit détail que je suis pas sûre d'avoir bien compris. C'est à propos du vêtement des femmes et de l'épaule dénudée, parce que donc on a vu dans un premier temps l'éconakès, donc avec les femmes qui n'ont pas les épaules dénudées. Mais il me semblait que plus tard, on en a vu, je ne sais plus si c'est le couple de Nippur qui s'enlace ou je ne sais plus lequel, où il me semblait que les femmes avaient aussi parfois l'épaule dénudée. Donc je voulais savoir s'il y avait un moment où ça changeait. Il me semble aussi que dans certaines représentations d'Ishtar, on la voit plutôt avec l'épaule dénudée, justement. Donc voilà, est-ce qu'on pourrait avoir juste quelques précisions là-dessus? Merci beaucoup. Ben, dans la statue de couple de Nippur, c'est pas très net quelle est l'épaule dénudée parce que je sais pas si c'est, enfin, c'est pas très net. L'épaule peut-être, mais ça descend pas sous le sein, je veux dire. Mmh, mmh. Moi, je m'interroge pour justement cette épaule de Nippur. Je me demande si c'est pas aussi simplement pour mettre en valeur le bras, parce que c'est l'épaule qui est dénudée, c'est le bras que son épouse saisit au niveau du poignet, et il le saisit très fermement. Et je me demande en fait si là, il n'y a pas eu un choix plutôt de convention ou de code iconographique qui permet de mettre l'accent sur ce bras qui est saisi et que donc on va dénuder pour bien le voir. Mais je ne saurais pas, Oui. je saurais pas aller plus loin. Oui, moi je suis assez d'accord. Mais là, c'est très possible que ce soit vraiment pour mettre l'accent sur ce bras, ce geste entre les deux membres du couple. Oui, je suis assez d'accord. Et votre autre question? Non, j'avais que celle-là, merci. C'est très bien. Bon. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Eh ben, dans ce cas-là, je vais, au nom de tout le monde, vous remercier parce que vraiment, c'était passionnant. C'était Merci beaucoup. magnifiquement illustré. Vous avez fait un PowerPoint qui était vraiment très, 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 très suggestif. Donc, bonsoir à tout le monde. Je crois que, mais Edith me corrigera, c'est au mois de mars qu'on se retrouve, puisque Le 9. il n'y a pas de conférence au mois de février, et que Non. celle du mois de mars sera celle où on aura l'Assemblée générale. Alors, on espère bien qu'il n'y aura que si les grèves continuent, il n'y en aura pas ce jour-là.
pour qu'on puisse se retrouver en vrai pour l'Assemblée générale, donc dans un peu moins de 2 mois. Et moi, j'avais une question. Si on veut vous rejoindre, Bible et Terre Sainte, on fait comment? Ah, mais c'est très simple. On peut se... oui, François est là encore, non? Oui, je suis là. On peut se connecter sur si vous recherchez Bible et Certains Ok, et Terre Sainte sur Google et vous tombez sur notre site et là, vous trouverez comment adhérer. très bien. Merci beaucoup. Et puis Vous si êtes vous la ne pouvez bienvenue. pas, vous joignez l'un d'entre nous. Ok. Ouais. Mais on vous enverra. Voilà. Mais vous Ok. pouvez vous connecter et adhérer en ligne, il n'y a aucun problème. Parfait, Comme le- merci. Ça marche. Comme le dit François, c'est simple. Il suffit de taper Bible et Terre Sainte et le site apparaît. Super. Et sinon, on vous enverra aussi peut-être un mail au moment où on va, c'est-à-dire très bientôt, on va proposer d'adhérer à l'association éventuellement, si ça vous intéresse. Donc, on va envoyer un mail à tous les anciens pour renouveler leur cotisation. Et on a quelques personnes qui souhaitent rentrer à l'association.